Comment introduire une émission sur l'intelligence artificielle? Je vous ai préparé un générique pour lancer votre émission. Bienvenue dans la nuit de l'IA, l'émission qui explore les mystères et les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger au cœur de la révolution technologique où les machines défient les limites de l'imagination humaine. BFM Business présente la nuit de l'IA avec François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Vous le savez, BFM Business adore l'intelligence artificielle et adore la tech. Normalement, à cette heure-là, le jeudi, vous avez Tech & Co la quotidienne, mais ce soir, on casse les codes et on vous propose une nouvelle nuit de l'IA pour nous plonger tous ensemble dans cette révolution technologique qui est l'intelligence artificielle. Avec au sommaire, pour cette nouvelle édition, eh bien, l'invité exceptionnel tout à l'heure, je recevrai Romain Huet, qui est le porte-parole de la société qui est en train de tout bouleverser. Il s'agit d'OpenAI. On va rentrer dans les entrailles de ChatGPT tout à l'heure. Autre thème passionnant, c'est celui de l'automobile que nous allons évoquer ce soir. Comment l'intelligence artificielle va aussi craquer l'automobile et peut-être permettre d'accélérer sur la voiture autonome. On en parlera avec nos invités. Et puis, autre sujet passionnant, c'est la recherche sur Internet. Depuis 20 ans, on recherche tous et toutes nos informations sur Google. Eh bien, un nouvel acteur arrive et il a les dents longues. Il s'agit de Perplexity. Je recevrai l'un des porte-paroles de Perplexity tout à l'heure. Et puis, deux autres sujets passionnants que nous évoquerons tout à l'heure. À la fois l'IA et l'éducation, mais aussi l'IA dans la défense. Voilà le sommaire de cette nuit d'IA. Merci d'être avec nous et bienvenue. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business. Voilà, donc cette nuit de l'IA, c'est parti avec ce soir une émission qui est réalisée avec un public super qui va nous saluer. Bonsoir le public, merci d'être là. Et comme je vous le disais, invité exceptionnel pour débuter, nous avons rencontré il y a quelques jours Romain Huet. Romain Huet est le porte-parole d'OpenAI. Il est exactement directeur de l'expérience développeur chez OpenAI. Je vous propose maintenant de plonger dans cette société incroyable qui est OpenAI et qui nous permet d'avoir ChatGPT qu'on utilise tous les jours. Voilà, interview tout de suite. Et bonsoir Romain Huet. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Romain Huet, vous êtes directeur de l'expérience développeur chez OpenAI. Vous êtes actuellement en France à l'occasion de l'inauguration il y a quelques jours en fait des bureaux d'OpenAI à Paris. Vous-même vous vivez aux États-Unis puisque en fait le siège d'OpenAI est dans la Silicon Valley. Vous vivez d'ailleurs à San Francisco, je crois bien. Exactement. Et vous avez une carrière très intéressante. Vous avez co-créé Jolly Cloud avec Tariq Krim, c'était il y a quelques années. Oui, le temps passe. Vous êtes passé par Twitter aussi, je crois bien, par Stripe qui est l'une des pépites du paiement. Et puis donc, depuis un peu plus d'un an, vous êtes chez OpenAI. Et ça fait plaisir d'avoir un Frenchie, comme on dit, à un poste aussi élevé chez OpenAI. C'est cool. Il y a beaucoup de Français qui travaillent d'ailleurs chez OpenAI. On en a plusieurs, dans la Silicon Valley. On en a plusieurs. Il y a beaucoup de Français en Silicon Valley. On a la chance d'en avoir quelques-uns chez OpenAI, en effet. Voilà, on reviendra peut-être aussi sur les talents et on va dire la réputation des Français dans le domaine de l'intelligence artificielle qui, je crois, n'est plus à prouver. Alors, OpenAI, vous êtes vraiment dans la boîte la plus bankable du moment, Romain. J'espère que vous en êtes conscient quand même, c'est dingue. Quelques chiffres qui donnent le tournis concernant OpenAI. Créé donc en 2015, donc il y a moins de 10 ans à San Francisco. 157 milliards de valorisation début octobre, après une levée de fonds il y a un petit peu plus d'un mois de 6,6 milliards, 100 millions de dollars investis dans GPT-4, plus de 3 milliards de revenus pour cette année. Alors tout ça n'est pas officiel, mais en tout cas, c'est les chiffres qui circulent. Et puis des pertes aussi, parce que derrière tout ça, OpenAI doit trouver encore son modèle économique. Vous perdez beaucoup d'argent, parce que pour entraîner toute cette intelligence artificielle, il faut de l'énergie, il faut des composants, il faut des puces. Et on estime en fait, et c'est The Information qui communique cette info, des pertes évaluées entre 4 et 5 milliards de dollars. Mais finalement, ce n'est pas grave, parce que vous êtes en train de créer l'avenir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait la puissance d'OpenAI aujourd'hui? C'est l'IA générative. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre entourage depuis que ChatGPT est arrivé, en fait? OpenAI est une boîte qui était quasiment pas connue. En 2 ans, elle a explosé tous les compteurs. Comment on vit ça de l'intérieur?
Ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'en effet, quand on revient un petit peu sur la mission d'OpenAI, qui est de créer cette intelligence artificielle générale et d'en faire bénéficier le plus grand nombre, tout a commencé par un labo de recherche. Et donc, c'était il y a un petit peu moins de 10 ans maintenant. Et l'idée était de trouver justement comment est-ce qu'on peut arriver à cette mission. C'est là que l'AI générative est née. Et notre premier produit, c'était finalement une API pour les développeurs. Donc, c'était en 2020. À l'époque, on avait GPT-3, qui était l'incarnation précédente du modèle. Et on savait qu'on avait quelque chose d'assez spécial avec ce modèle, mais c'était encore assez dur de s'imaginer quel cas d'usage allait avoir lieu. Et du coup, on s'est dit, la meilleure idée, c'est de pouvoir l'exposer aux développeurs et voir un peu comment ils vont expérimenter avec cette technologie, comment est-ce qu'ils vont essayer de l'appliquer à différents usages. Leur donner ce jouet, en quelque sorte, exactement. Et voir ce qu'ils en font. Oui, alors évidemment, maintenant, avec le recul, c'était seulement il y a 4 ans, et maintenant, quand on regarde GPT-3, les capacités étaient assez limitées au fond, mais il y avait déjà beaucoup d'exploration qui se faisait. Et en effet, comme vous l'indiquiez, c'était le moment de ChatGPT qui a tout changé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, en fait, ça a donné une interface tellement simple pour les gens de comprendre la puissance de ces modèles. Donc à l'époque, c'était GPT 3.5 puis GPT-4 qui a permis aux gens de voir, OK, je peux maintenant avoir un agent conversationnel intelligent qui peut en fait répondre à des questions relativement compliquées et m'aider au quotidien. La clé, en fait, c'est l'interface. Encore une fois, l'iPhone a révolutionné le smartphone avec un écran tactile parce que l'interface était géniale. Vous, ce que vous avez apporté, c'était le chat de GPT, finalement. Exactement. C'est que d'un coup, on n'était plus obligé d'être développeur ou programmeur pour pouvoir comprendre la puissance en fait, de cet outil. C'est vrai. C'est ça. Et ça, c'était en novembre 2022, il y a 2 ans. À peine 2 ans, ouais, c'est tout ça. C'est exactement. C'est fou. C'est fou, hein. On a l'impression que c'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça qui est dingue. Aujourd'hui, plein de choses se sont déroulées et vous êtes en ce moment à Paris parce que vous ouvrez en fait des bureaux OpenAI à Paris. Exactement. Dans le cœur donc de la capitale. Pourquoi ouvrir donc ces bureaux Je crois que c'est le 2e en Europe, puisque vous avez déjà ouvert des bureaux à Londres. Je pense que on considère que Londres est encore dans l'Europe. Ouais, on a des bureaux à Londres et Dublin, mais pour l'Europe continentale, en effet, on s'est dit qu'il n'y avait pas de meilleur endroit que Paris, évidemment. On voit bien le talent qui est présent en France et en Europe, non seulement déjà dans la tech, mais surtout en IA, et puis surtout un écosystème français qui a complètement changé. On parlait tout à l'heure de ma première start-up il y a de ça 15 ans maintenant. Aujourd'hui, l'accès au capital, le talent, l'expertise produit en France, c'est quand même très très développé. Il y a beaucoup de start-up et un écosystème qui est très florissant, et du coup, on a envie d'en faire partie, on a envie d'être dans le dialogue. Aujourd'hui, beaucoup de startups qui se créent sont naturellement AI native, comme on dit. Elles intègrent l'IA dès le premier jour dans leur service. Et on veut être là, on veut être présent, à la fois avec ces startups qui démarrent, mais aussi avec les plus grands groupes et les grandes entreprises, comme Sanofi, par exemple, avec qui on travaille déjà, pour dans leur cas concret, c'est d'améliorer en fait l'accès aux tests cliniques, réduire grâce à l'IA de quelques mois à seulement quelques minutes la découverte de patients. Romain, je vous coupe là-dessus parce que Sanofi, c'est un exemple très intéressant. C'est une industrie dans la médecine, dans le médical. Donc forcément, il y a des données, on va dire, ultra privées. Malgré tout, ils font appel à une boîte américaine. Comment arrivez-vous en fait à donner toute la puissance de ce que vous faites, tout en garantissant en fait on va dire la confidentialité des données et la sécurisation de ces données, qui sont capitales en fait pour ça. Absolument, c'est un sujet critique et qui nous tient très à cœur. Et c'est pour ça qu'on a un engagement très clair avec toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, que aucune des données qu'elles envoient via notre API, via notre plateforme, ou bien dans ChatGPT Enterprise, ne sera utilisé pour l'entraînement des données. C'est-à-dire que tout fonctionne en silo, tout est hermétique dans ce cas précis ? C'est-à-dire qu'en fait, aucune de leurs données n'ira dans les process d'entraînement des modèles. Donc leurs données ne sont uniquement utilisées très ponctuellement pour donner la réponse à l'utilisateur final. D'accord. Et ça s'arrête là. Et vous ne récupérez pas leurs données, c'est ce que vous disiez. Exactement. En revanche, moi, quand je fais une requête sur GPT, là, vous utilisez mes données ? Dans la version, effectivement, ChatGPT, grand public, on va dire, grand public, il y a la possibilité d'utiliser ces données pour améliorer nos modèles et les rendre plus utiles pour le consommateur final. Et ça ne s'arrêtera jamais, en fait, cet apprentissage.
On évolue toujours nos modèles, c'est-à-dire qu'il y a toujours un process d'itération sur nos modèles qui fait qu'on a cette famille de modèles GPT en particulier qu'on continue de faire évoluer, d'autres modèles dont on parlera peut-être tout à l'heure sur le raisonnement, mais l'idée c'est de faire en sorte que ces modèles soient constamment mis à jour et apprennent aussi de l'utilisateur final pour lui rendre service le mieux possible. On parlera dans un instant de GPT Voice parce que vous allez nous faire une petite démo. On peut faire ça. Mais auparavant, encore un mot sur votre présence ici à Paris. C'est intéressant parce que on le voit, la France a une réputation exceptionnelle en matière de chercheurs liés à l'IA. On a des écoles prestigieuses et des noms de l'intelligence artificielle qui résonnent au niveau mondial. Mais on a aussi il y a aussi des concurrents en fait à OpenAI. Il y a Mistral par exemple. Il y en a d'autres aussi. Il y a le projet, le laboratoire QTAI que vous devez suivre aussi, qui est très intéressant. Vous allez vous retrouver dans un environnement quand même qui est assez concurrentiel finalement. Je pense qu'au fond, ce qui est important ici, c'est de voir à quel point l'écosystème est talentueux. Comme vous le dites, il y a des talents absolument phénoménaux en France. Plein de sociétés que vous mentionnez qui sont très talentueuses et qui ont réussi à faire des produits et des modèles aussi de haute qualité. Je pense qu'avant tout, le marché attend justement d'avoir plus d'options, attend d'avoir justement cette IA qui devient plus utile au quotidien. Je pense que ce qui va se passer, c'est que la plus grande partie des entreprises vont vouloir accéder à des modèles qui soient plus fiables et des modèles qui répondent mieux à leurs besoins. Et je pense que d'avoir du choix, ça ne sera que positif pour l'écosystème qui grandit très vite. Cette concurrence montre aussi une certaine maturité de ce marché. Exactement. C'est ça qui est intéressant. Même si on voit que le business model est compliqué encore. Vous dépensez beaucoup plus d'argent que vous en gagnez aujourd'hui. On ne commande pas sur les revenus, mais en tout cas, ce qui est important pour nous, c'est de continuer dans ce process de déploiement itératif de la technologie. C'est toujours comme ça qu'OpenAI a fonctionné. C'est cette idée de dire on va constamment améliorer nos modèles avec des chercheurs très talentueux à San Francisco, et en même temps, on veut être présent sur le terrain et comprendre les besoins des utilisateurs finaux qui peuvent changer d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre. On parle par exemple de voix, c'est très important d'avoir les dialectes, les accents, les différentes... Là, dans l'Europe, c'est un marché qui est quand même assez fragmenté. Les gens qui sont entrepreneurs en Europe vont vouloir sans doute avoir accès à tous les pays voisins de la France. Donc comment répondre à leurs besoins, tout ça c'est important pour nous. Alors justement, vous avez parlé de la voix. Il y a une nouveauté qui est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça, enfin en France, c'est ChatGPT Voice, qui est une petite une révolution finalement, parce que on connaît ChatGPT dans l'écrit finalement. On écrit quelque chose, il nous répond. Mais quand on rajoute la voix, ça donne tout de suite une autre dimension, et on a l'impression d'une proximité. D'une relation qui est complètement différente. Tout à fait. Et j'aimerais bien que vous me fassiez une petite démo, si ça vous va, Romain. Avant même de lancer la démo, je pense que ce qui est important à rappeler, c'est qu'on avait un mode voix avant, mais ce qui était compliqué dans l'IA jusqu'à présent, c'était d'avoir la nécessité d'assembler plusieurs modèles ensemble, c'est-à-dire de prendre la voix, la convertir en texte, faire quelque chose avec ce texte, puis reconvertir ce texte en voix. Et tout ça... Ça prenait du temps. Ça créait de la latence, ça prenait du temps. Et ça ne donnait pas une expérience très fluide d'une conversation comme on est en train d'avoir tous les deux en ce moment. Et grâce à GPT-4o, qui est notre modèle le plus récent, qui est donc multimodal par défaut, tout à fait. Plus besoin de passer par le texte. C'est-à-dire que la voix, en entrée et en sortie, est complètement fluide. Et donc, on peut avoir cette conversation avec le modèle. Alors, attendez, juste avant une petite démo pour que je comprenne bien. C'est-à-dire que là, quand je pose une question à ChatGPT Voice, elle n'est pas retranscrite. Elle est tout de suite comprise de par ma voix. Directement par la voix. Ok. Ouais. C'est ça la différence. Ce qui permet justement d'avoir cette latence extrêmement faible, aussi faible comme quand nous deux, on est en train d'avoir cette conversation. On y va pour l'essai ? On peut essayer. Allez. Alors, je vais lancer ChatGPT Voice sur mon téléphone. Donc, c'est l'appli ChatGPT qui existe sur Exactement. Android, iOS, etc. Ça marche aussi sur les laptops ? Tout à fait. On a aussi une version ChatGPT for Mac, ChatGPT for Windows. Donc, il y a des versions natives pour le desktop. Alors, je vais lancer le mode voix. Alors, écoutez, voilà, un démo en direct. Je ne sais pas si vous connaissez Jérôme Bonaldi, qui est un... Ah ben voilà, ça y est, c'est parti. Je suis là pour ça. OK. ChatGPT, pourrais-tu me dire quelques mots sur La Nuit de l'IA, animée par François Sorel ? La Nuit de l'IA, animée par François Sorel, est un événement axé sur l'intelligence artificielle. François Sorel, journaliste et animateur reconnu, explore avec des experts du domaine les derniers développements, innovations et enjeux autour de l'IA. Alors, je suis actuellement avec François, puisqu'on est en train d'enregistrer La Nuit de l'IA. Est-ce que tu pourrais dire quelques mots pour saluer les téléspectateurs qui nous regardent avec peut-être un peu d'énergie et d'enthousiasme ? Bonsoir à
tous les téléspectateurs de la Nuit de l'IA. Je suis ravie de vous retrouver pour une soirée riche en découvertes et en innovations. Préparez-vous à plonger dans le futur avec François Sorel et ses invités pour explorer les merveilles de l'intelligence artificielle. Restez avec nous, vous n'allez pas être déçus. Bon, ça y est, j'ai trouvé ma remplaçante. Non, mais évidemment, c'est impressionnant. Et juste en petit clin d'œil pour tous ceux qui suivent la Nuit de l'IA, pour notre précédente Nuit de l'IA, on s'était amusé justement. Je co-animais cette émission avec une IA générative et c'était très drôle parce que voilà, il y avait cette notion, parce que c'est étonnant. On s'attache finalement après à cette voix. Quand on commence à discuter avec elle régulièrement, on voit qu'il y a de l'empathie, hein, et c'est beaucoup plus, je trouve, impressionnant que l'écrit, en fait, la voix. Parce que c'est peut-être notre manière de discuter de manière... Bien sûr, et au final, je pense qu'on n'a jamais vraiment réussi à avoir ces conversations avec un ordinateur ou un téléphone auparavant, parce que les modèles n'étaient juste pas assez Alors il y avait avancés Siri, pour il y les avait comprendre. Alexa, tous ces trucs-là, mais évidemment c'était beaucoup moins perfectionné. C'est ça, et les capacités de raisonnement étaient limitées, c'est-à-dire qu'à part faire peut-être un peu de domotique, gérer les lumières, c'était plus dur de donner des tâches complexes, nous aider par exemple à brainstormer ou à trouver des idées créatives sur un sujet, c'est très différent. Là, on peut l'utiliser par exemple comme assistant de traduction. Quand on voyage, je peux lui parler de plusieurs langues et lui demander de traduire. On peut essayer par exemple un cas où je peux même lui parler en plusieurs langues mélangées. On peut essayer ça peut-être. Allez, on y va. On essaye ça. Et ChatGPT, je vais te parler en 3 langues différentes et j'aimerais que tu me répondes avec ces 3 mêmes langues une phrase sur l'IA. Ça te va? Bien sûr, je suis prête. C'est parti. Parle-moi Alors, dans ces 3 langues. je vais faire ça. Ciao, parla di italiano. Je suis français, je suis avec François et I can switch to English since I live in San Francisco. Ciao, l'intelligenza artificiale sta rivoluzionando il nostro mondo. En France, l'IA transforme nos vies et à San Francisco, elle est au cœur de l'innovation. Artificial intelligence is reshaping our future across the globe. Ouais, donc voilà, on imagine en fait les perspectives, les perspectives qui sont impressionnantes, et on n'en est qu'au début de tout ça. C'est-à-dire que finalement, ça peut devenir un assistant de visite touristique, ça peut être un interprète. Bien sûr. Et encore, là, on n'est que sur un exemple vraiment précis. En fait, les exemples sont à l'infini. Ouais, alors ce qui est intéressant aussi de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, donc, dans la gamme de produits d'OpenAI, tout le monde connaît ChatGPT maintenant, mais on parlait tout à l'heure brièvement de notre API, dans notre plateforme pour les développeurs et pour les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que là, les capacités vocales de multimodalité qu'on vient de voir, c'est dans le GPT-4o, c'est dans le modèle en lui-même. Donc là, on les voit dans ChatGPT, l'application pour avoir une conversation, mais ça veut aussi dire que n'importe quelle entreprise peut utiliser ces mêmes capacités dans leurs propres produits Oui. et services. C'est le cas d'Apple, avec Apple Intelligence. Puisqu'en fait, Siri va être boosté en fait avec ChatGPT. Alors pour l'instant, le partenariat d'Apple Intelligence, c'est essentiellement Siri qui peut en fait appeler ChatGPT pour avoir par exemple... Quand il n'a pas la réponse lui-même, exactement, il propose en fait à l'utilisateur d'aller pinguer en quelque sorte. C'est ça, où l'utilisateur lui-même ChatGPT. peut demander directement à Siri de faire appel à ChatGPT. Ça, c'est essentiellement pour la version texte aujourd'hui, ou la génération d'images même, ou génération de recettes de cuisine, par exemple, quand le modèle doit être plus avancé que ce que Siri lui-même pourrait faire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les entreprises aujourd'hui réinventent déjà, par exemple, leur service client. Appeler un service client au téléphone, c'est quelque chose qui peut être complètement transformé avec ce genre d'expérience, puisqu'on a une API maintenant que toute entreprise peut intégrer. Et donc, ça va vraiment changer la façon dont on interface avec finalement nos ordinateurs et nos téléphones. Plus besoin d'avoir nécessairement un clavier dans tous les cas d'usage. Si on est en train de conduire, si on est en train de marcher, si on est en train de cuisiner, peut-être justement, on peut maintenant parler à son IA. Quels sont, à votre avis, les secteurs qui vont être le plus impactés, ou nos usages qui vont être les plus impactés grâce à ChatGPT Voice, par exemple? Je pense que c'est vraiment tous les domaines. Je pense qu'on est dans un tout début de changement de paradigme, en quelque sorte, dans lequel on va pouvoir repenser toutes les interfaces qu'on a connues aujourd'hui. Et au fond, quand on regarde ce qui s'est passé depuis 30 ou 40 ans dans l'histoire du logiciel, on est passé des logiciels installés au cloud, à l'Internet, au mobile,
Mais au fond, même si on a changé ces form factors, on a quand même essentiellement interagi avec des claviers, essentiellement interagi avec des interfaces sur lesquelles on devait toucher ou cliquer. Et maintenant, je pense qu'on a un vrai potentiel de changer la façon dont on interagit avec ces devices. Et donc, je pense que tous les domaines pourront être impactés. On peut imaginer, par exemple, dans le cas de la médecine, pendant la conversation entre un patient et son médecin, d'être capable de transcrire automatiquement la conversation, être capable pour le médecin de demander une information qui vient directement du dossier médical du patient et avoir la réponse immédiatement dans la conversation. Et je pense qu'on peut appliquer ça à vraiment tous les domaines. Avec des garde-fous, on va dire, c'est que cette IA générative ne pourra pas se substituer, vous prenez l'exemple du médecin, ne pourra pas donner des conseils de santé. D'ailleurs, vous avez pas mal de garde-fous quand on pose des questions à ChatGPT. Il met souvent en garde, parfois il ne répond pas, parce qu'il ne veut pas se substituer à des métiers. C'est ça ? Tout à fait. Et c'est encore une fois dans notre démarche à la fois de déploiement itératif, mais de faire en sorte que cette IA bénéficie à tout le monde de façon sûre. On fait en sorte que cette IA soit toujours alignée. Et là, l'idée, c'est pas vraiment c'est au contraire de ne pas remplacer un médecin, mais de leur donner des capacités supplémentaires, d'avoir des outils en fait plus performants pour faire leur métier encore mieux. Et ça va être le cas de toutes les professions. L'idée, c'est vraiment de se dire dans tous les postes, dans tous les rôles, dans toutes les industries, comment est-ce qu'on peut enlever avec l'IA davantage de ces tâches laborieuses qui prennent du temps pour au final mettre l'accent sur ce qui est vraiment en haut de la fiche de poste, quoi. C'est-à-dire vraiment ce qui fait en sorte que chaque personne a un rôle qui est unique et différenciant en enlevant tout ce qui est laborieux. Est-ce qu'on arrive à comprendre un petit peu comment réagit le cerveau humain face à une IA vocale ? Parce que c'est vrai qu'il y a cette empathie, j'en parlais il y a un instant. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas s'attacher à cette intelligence artificielle générative ? On voit qu'il y a eu encore, il y a un cas, il n'y a pas si longtemps de ça, d'un adolescent qui s'est suicidé parce que, en fait, l'IA avait complètement buggé et lui avait, en fait, plutôt conseillé, je crois, de mettre fin à ses jours. Enfin, c'est une histoire qui est vraiment glauque, dramatique. Mais on se rend compte finalement que pour certaines personnes un peu fragiles, l'IA peut être aussi une espèce de référence. Est-ce que c'est un sujet que comment vous le prenez, ce sujet, en fait ? Parce que c'est tout nouveau, finalement. Oui, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de recherche et de travail sur l'alignement de ces IA, faire en sorte qu'elles soient toujours les plus utiles et bénéfiques possibles. Je pense que ce qui est important de souligner, c'est avant tout qu'on voit l'IA comme un outil à la fois pour les gens dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle. Et je pense que c'est pas anodin finalement qu'on ait appelé ChatGPT et on lui ait pas donné un nom de prénom. Oui, pour pas trop le personnaliser, l'incarner. C'est un outil. D'accord. Et je pense que ça, c'est important pour nous dans la perception. Mais c'est effectivement des sujets très importants sur lesquels on réfléchit toujours. J'aimerais qu'on se projette dans quelques années. Sam Altman, qui est le patron d'OpenAI, il a dit, dans 5 ans, visiblement, on pourrait toucher l'intelligence artificielle générale. Alors c'est un mot qu'on entend de temps en temps comme ça, on ne sait pas trop ce que ça représente, mais ça se veut être finalement un équivalent de l'intelligence humaine. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et est-ce que vous auriez votre propre définition de cette intelligence artificielle générale ? Oui, je pense que pour le simplifier pour l'audience, là, c'est que quand on parle d'intelligence artificielle générale, je pense qu'on parle d'une intelligence qui excelle dans plein de domaines. Donc avoir un modèle d'IA qui pourra être par exemple l'équivalent d'un chercheur en physique, d'un chercheur en médecine, d'un chercheur en maths et dans tous les domaines, donc avoir quelque chose de très avancé. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, quand on veut avoir une IA qui soit plus utile pour les gens, à la fois dans leur vie professionnelle ou personnelle, il y avait des capacités qui étaient relativement limitées aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a réussi, grâce à ChatGPT, la première phase qui était cette phase de chatbot. Je pose une question à une IA, elle me répond. Et d'ailleurs, je pense qu'au début de ChatGPT, ça aurait été assez surprenant de s'imaginer faire confiance tant à l'IA, et maintenant elle est presque indispensable à notre quotidien, en tout cas elle l'est pour le mien, quand je travaille tous les jours avec ChatGPT ou un modèle à côté de moi. Je pense que la phase d'après, sur cette démarche, c'est ce qu'on appelle les agents. Et en fait, il y a eu beaucoup de hype autour des agents, c'est parfois assez dur à définir, mais ce qu'on entend par agent, c'est l'idée de ne pas juste avoir une IA qui répond à nos questions, mais une IA qui est capable d'être plus personnelle, qui est capable de prendre des actions pour nous, qui est capable d'anticiper nos besoins et qui est capable aussi de traiter des tâches bien plus complexes.
Et aujourd'hui, il manquait un pont justement entre les chatbots et ces agents, et c'est notre recherche sur le raisonnement. Donc on a lancé il y a quelques semaines une nouvelle série de modèles qu'on appelle OpenAI O1, et ces modèles en fait permettent d'avoir qui sont déjà disponibles pour les abonnés à ChatGPT. Exactement, qui sont à la fois disponibles dans ChatGPT, mais qui sont aussi disponibles pour les développeurs et les entreprises dans notre plateforme. C'est intéressant, tout à l'heure vous parliez de la recherche de la rapidité, là c'est l'inverse. C'est-à-dire que la réponse va mettre plus de temps à arriver, mais elle va être beaucoup plus réfléchie, si je puis dire. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a des tâches aujourd'hui, supposons que je vous demande quelle est la capitale de Paris, réfléchir pendant 1 minute ou 2 minutes, ça n'a pas de sens. N'aura pas beaucoup de sens si on connaît ou non la réponse. En revanche, il y a beaucoup de problèmes qui peuvent être décomposés en sous-problèmes et qui sont des choses sur lesquelles réfléchir, émettre des hypothèses. Par exemple, avoir une IA qui pourrait avoir un problème relativement complexe à explorer, émettre 1000 hypothèses différentes, évaluer ces hypothèses, en choisir 15. Toute cette démarche de raisonnement, c'est aujourd'hui ce qui manquait justement pour les agents d'IA de naître et vraiment d'être très utiles au quotidien. Donc en tout cas, quand on regarde l'année 2025 et ce qui arrive, je pense que les progrès en raisonnement avec O1, c'est ce qui va donner naissance aux agents qui fonctionnent vraiment. Donc là, on est en train de créer les fondations de cette IA générale, c'est ça, avec O1 ? C'est en tout cas l'étape d'après, en effet. On pense qu'on a, avec le raisonnement, débloqué quelque chose d'assez fondamental, un nouveau paradigme. Et donc, pour résumer un peu aujourd'hui où on en est, je pense qu'on itère sur 2 paradigmes différents. Un paradigme qui est des modèles rapides qui sont nativement multimodales, donc qui sont capables d'interagir avec la voix, comme on l'a vu, le texte, mais à terme aussi la vision et la vidéo. Et d'autres modèles de raisonnement qui vont traiter des tâches bien plus complexes, bien plus fondamentales. Et on pense que ces 2 paradigmes combinés sont exactement ce que les entreprises vont utiliser, à la fois les startups ou les grands groupes, pour justement automatiser des workflows ou réfléchir à des cas nouveaux. Et c'est ce qui va permettre de naître aux agents de naître. Romain Huet, une question justement dernière concernant cette IA générale. Là encore, ça pourrait coûter beaucoup d'argent. On parle de 7000 milliards de dollars parce qu'il faut entraîner énormément de données. C'est de la puissance de calcul et ça a surtout un impact environnemental. Et souvent, vous êtes pointé du doigt, alors je parle de vous, mais en fait, toutes ces boîtes qui fabriquent de l'IA générative comme étant des gouffres en fait, d'énergie. Quel est votre point de vue là-dessus et quelle est la réponse en fait, d'OpenAI sur ce sujet ? Alors la réponse déjà, pour être très clair, c'est que c'est un sujet qui nous tient évidemment à cœur. Le climat, c'est très important et on y réfléchit beaucoup. C'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on passe énormément de temps côté recherche à faire en sorte que nos modèles soient de plus en plus performants. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à avoir de plus en plus d'intelligence dans des modèles qui soient de plus en plus efficaces. C'est ce qu'on a réussi par exemple à faire en juillet. On a pris notre modèle qui est GPT-4o et on a réussi à faire un modèle qu'on a appelé GPT-4o Mini qui est très très performant, très rapide pour la plupart des tâches. Plus léger, moins consommateur d'énergie. Moins consommateur d'énergie. Et d'ailleurs, notre motto, nous, pour les entreprises et pour les développeurs et les startups qui construisent sur notre plateforme, ça n'a jamais été de voir comment est-ce qu'ils peuvent dépenser plus sur OpenAI, c'est de voir comment est-ce qu'ils peuvent utiliser OpenAI davantage et débloquer des cas d'usage à l'échelle qu'ils n'auraient pas pu mettre en production en avant. Et là, par exemple, en lançant GPT-4o Mini en juillet, l'usage de notre API a doublé depuis. Et donc, ça montre bien à quel point il y a à la fois des besoins pour des modèles très performants qui sont capables de traiter des tâches très complexes et en même temps un besoin très clair pour des modèles simples, rapides, qu'on peut, ce qu'on appelle fine-tuner, c'est-à-dire customiser pour des besoins très spécifiques dans l'entreprise. Mais donc voilà, on continue de toujours itérer pour avoir de plus en plus d'intelligence qui soit compactée dans des modèles plus efficaces, plus rapides et moins consommateurs. Dernière petite question, car le temps tourne. Comment se porte OpenAI en termes de sa direction ? Parce qu'on voit que ça a beaucoup bougé ces derniers temps. Il y a pas mal de cofondateurs qui sont partis, et non des moindres. Le cerveau de ChatGPT qui s'appelle Nina Murati. On peut citer Bob McGrew, Barrett Zoff, enfin qui étaient on va dire des historiques. Est-ce que c'est, à votre avis, la vie normale d'une entreprise qui est en train de changer peut-être aussi de philosophie? Avant, c'était une boîte philanthropique. Maintenant, ça devient aussi une boîte de business. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Ouais, déjà, je pense qu'on est très, très heureux des contributions que ces leaders ont pu avoir. Je pense que c'est avant tout la transformation de l'entreprise, pas en tant que structure, mais plutôt en termes de croissance, tout simplement. Quelqu'un comme Mira a été pendant plus de 6 ans
CTO d'OpenAI. Donc je pense que c'est une transformation naturelle de l'entreprise. En parallèle de tout ça, on a aussi de très très bons leaders qui ont rejoint très récemment OpenAI, notamment Sarah Fryer, notre CFO, Kevin Weil, notre CPO. Et donc, on est très heureux aussi d'avoir Greg Brockman de retour officiellement de son sabbatique. Il a pris un peu de temps off qui était très très mérité. Donc très heureux de l'avoir aussi de retour. Oui, donc c'est le cours normal. C'est le cours normal d'entreprise. De la vie d'une société qui en plus grossit très vite. Donc il y a grossit très vite. Et puis l'industrie croissance. aussi est extrêmement demandeuse. Le rythme est très très soutenu, évidemment. On le voit, l'actualité IA est parfois dure à suivre tellement il se passe de choses. Donc ouais, on en sait quelque chose. D'où cette nuit de l'IA aussi. Exactement. Romain Huet, merci mille fois d'être venu sur le plateau de la nuit de l'IA. Passionnant de vous écouter. Rappelons que vous êtes directeur de l'expérience développeur chez OpenAI. Voilà. Merci beaucoup. Et évidemment, vous restez avec nous. La suite de cette nuit de l'IA dans un instant sur BFM Business. À tout de suite. Voilà, et dans un instant, on poursuit cette nuit de l'IA sur BFM Business avec un autre thème passionnant, c'est l'automobile. Comment l'automobile va être révolutionnée par l'intelligence artificielle. On évoque ça avec nos invités dans une minute. À tout de suite et merci d'être là ce soir. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business. Introduire une émission sur l'intelligence artificielle. Je vous ai préparé un générique pour lancer votre émission. Bienvenue dans la nuit de l'IA, l'émission qui explore les mystères et les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger au cœur de la révolution technologique où les machines défient les limites de l'imagination humaine. BFM Business présente la nuit de l'IA avec François Sorel. Voilà, pour cette deuxième partie de la nuit de l'IA, on va évoquer l'automobile et l'intelligence artificielle et sans doute intelligence artificielle générative avec nos trois invités que je vous présente de suite. Luc Julia est avec nous. Bonsoir Luc. Bonsoir François. Un fidèle de la nuit de l'IA, directeur scientifique de Renault Group, co-créateur de Siri, l'assistant vocal chez Apple. Et on ne va pas évoquer toutes les entreprises pour lesquelles tu as collaboré. Luc, il nous faudrait, je pense, une nuit entière concernant ton parcours. Luc, que vous pouvez retrouver en ce moment aussi sur une chaîne concurrente, mais néanmoins amie, qui s'appelle Arte, avec une série qui raconte un peu ton parcours dans la Silicon Valley, c'est ça ? C'est surtout la Silicon Valley telle que je l'ai vécue depuis un peu plus de 30 ans. D'accord, et ça s'appelle Silicon fucking Valley. Voilà, comme moi je ne peux pas le dire, toi tu peux le dire, tu es l'invité, il n'y a aucun problème. Luc Julia donc est avec nous, Jérôme Monceau est avec nous aussi ce soir. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Roboticien, entrepreneur, fondateur de Spoon et d'une société incroyable qui fait des robots très sympas qu'on a déjà vus sur BFM Business, Miroka et Miroki. Effectivement. Des robots qui sont là pour assister l'humain et qui se déplacent grâce à une boule qui leur permet de rouler et de se déplacer de manière fluide. Mais tu es là avec nous ce soir aussi pour évoquer une partie qu'on connaît un peu moins de ton activité, c'est les avatars. Et on va parler justement d'un avatar que tu es en train d'installer dans des véhicules d'une marque française que l'on connaît qui s'appelle Renault. Yves Maître est avec nous aussi. Bonsoir. Yves. Bonsoir. Voilà, fidèle de Tech & Co, la quotidienne, dans le débrief de l'ActuTech. Yves qui est operating partner Jolt Capital, qui a été le patron d'une boîte que vous connaissez peut-être qui s'appelle HTC, qui à l'époque faisait des smartphones et qui s'est lancé dans la VR il y a quelques années. Tu as suivi ça de près, ce sont des sujets que tu connais bien et tu t'intéresses de près à l'automobile, notamment les progrès phénoménaux de l'automobile connectée en Chine. Voilà, je sais que c'est un sujet qui te passionne. Mais avant de vous donner la parole, messieurs, on va se poser la question, où est-ce qu'on en est sur les véhicules autonomes ? Et c'est vrai que si en Europe, rien ne bouge sur la réglementation, c'est vrai qu'on est un peu lent quand même chez nous. Aux États-Unis, en revanche, la future administration Trump pourrait bientôt déréguler le secteur et plus vite que prévu. Un tournant potentiel dans une période où Tesla accélère, avec de nombreuses nouveautés dévoilées le mois dernier, et où la Chine compte aussi bien peser, elle aussi. Les explications de Timothée Marouzet, et on revient sur ce plateau juste après. Cela fait déjà des années que Tesla développe la technologie FSD pour Full Self-Driving. Objectif, supprimer le volant. Mais la législation américaine a longtemps bloqué le projet. Cela pourrait donc changer avec Donald Trump, d'autant qu'Elon Musk, patron de Tesla et fraîchement chargé de l'efficacité gouvernementale, avance. Il y a un mois, il présentait ses derniers véhicules autonomes très futuristes, le Cybercab, un robot-taxi à la forme d'un petit coupé électrique sans aucune commande manuelle, et le Robovan, un véhicule capable de transporter des marchandises ou une vingtaine de passagers
passagers, le tout sans place conducteur. L'Asie, elle, n'est pas en reste. Le coréen Hyundai collabore avec le chinois Haomo pour proposer un véhicule autonome attendu pour 2025. Et les Chinois ont bien compris que pour se démarquer désormais, il faut miser sur le software. C'est ce que fait Huawei avec ses logiciels internes de conduite autonome boostés à l'IA. Il a équipé 500 000 véhicules en Asie, rien que cette année. Voilà, l'automobile connectée et autonome, ça avance très vite. Est-ce qu'on est peut-être à l'aube d'une vraie révolution ? Alors, cette révolution, ça fait des années qu'on l'évoque. Est-ce que c'est en train de s'accélérer ? Luc Julia, est-ce qu'on est à l'aube d'une avalanche de véhicules intelligents qui vont arriver un peu partout, à ton avis ? Moi, je ne crois pas. Donc je crois qu'on va se rendre compte que c'est très 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 compliqué. Hein. On s'en est rendu compte dans les années qui viennent de s'écouler. C'est pour ça que depuis 2014, ce cher Elon Musk annonce que c'est demain. Donc ça fait 10 ans. Mais donc c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Après, excuse-moi, je te coupe, mais aux États-Unis, il y a des trajets entiers. Il y a certaines Tesla qui traversent le continent en FSD. Non, c'est pas vrai. Tu n'as pas de voitures complètement autonomes aujourd'hui qui peuvent traverser, qui peuvent sortir des villes. Aujourd'hui, les seules voitures autonomes que tu as, et je vais mettre autonome avec des guillemets, c'est les robotaxis à Phoenix et à San Francisco. Il y en a 600 en tout, 300 dans Waymo, c'est ça. Il y a Waymo. Ouais. C'est tout, parce que Cruise a été enlevé parce que justement il y avait des problèmes. Donc l'autonomie complète totale, ce qu'on appelle niveau 5, est très 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 compliqué. Même ce qu'on voit ici, la Waymo, c'est pas complètement autonome en fait, parce qu'elles ont des problèmes, ces voitures de temps en temps, et quand elles ont des problèmes, il y a de la remote control. Ça veut dire que quelqu'un les sort du problème qui est pas dans la voiture. Il y a des volants toujours, mais on ne se sert pas du volant. Mais en fait, il y a quelqu'un qui peut contrôler le volant depuis l'extérieur. Alors le problème, il vient d'où ? Est-ce que c'est le progrès technologique et que technologiquement on n'est pas prêt à avoir une voiture autonome, ou est-ce que c'est la réglementation qui freine tout ça ? Non, alors il y a un autre problème aussi qui est bon, c'est compliqué, ça c'est sûr, d'accord, c'est très très compliqué, mais l'autre problème c'est le coût. Donc bon, on peut toujours dire que certainement les composants vont descendre et ça va être moins cher bientôt, mais aujourd'hui faire une voiture autonome, la Waymo qu'on voyait ici, c'est $350 000. $350 000, c'est pas donné. Bah, c'est 10 Tesla, bon, d'entrée de gamme. Elles sont pas faites pour être en série encore aujourd'hui, parce que comme j'ai dit, il y en a 600 qui roulent, un peu plus maintenant avec Los Angeles qui arrive, mais c'est très très cher. Pourquoi ? Parce qu'il y a des LiDAR, des radars, etc. Tesla, par exemple, eux, ils ont décidé de ne pas mettre de LiDAR. Ils ne veulent pas de LiDAR, les LiDAR, comme on dit en français. Pardon. Donc les LiDAR, ce sont ces espèces de capteurs laser qui arrivent à mapper leur environnement en 3D. C'est ça, hein ? Donc c'est un peu mieux que les radars. Les radars font un peu la même chose, mais ils voient mieux, on va dire, que les radars. Et donc ces LiDAR sont aujourd'hui excessivement chers. Là, tu en as un en haut, là, et il y a 7 LiDAR sur cette voiture-là. Donc il y en a beaucoup. Il y a une, je sais plus, 19 caméras, je crois. Enfin, il y a énormément d'électronique. Et donc, ça coûte très cher. Bon, évidemment, ça va descendre un jour. Hein. Chaque LiDAR, aujourd'hui, est à peu près à $7 000. D'accord ? Donc, c'est pas donné. Ah ouais. Mais bon, ça descendra, c'est sûr. La technologie, ça va aller. Mais comme tu l'as évoqué, il y a la deuxième chose qui est la régulation. Il y a l'acceptabilité des utilisateurs déjà, parce que les gens ont peur. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Hein. À San Francisco, les gens s'amusent à rentrer dans ces Waymo parce que c'est une attraction. Mais ils se rendent compte quand même que c'est plus cher aujourd'hui que Uber et c'est plus lent. Parce qu'il y a une chose qu'elles font très bien, ces voitures. C'est respecter les limitations de vitesse. Elles respectent le code de la route. C'est ça. Alors que les drivers Uber, je peux te dire que non. Donc du coup, c'est un peu plus lent et un peu plus cher. Donc l'acceptabilité est un peu compliquée à cause de ça. Ça fait un peu peur au début, mais après, bon, ça va, hein, ça se passe bien. Et puis, il y a la réglementation. Donc la réglementation, est-ce que vraiment on va accepter ça? On a vu avec Cruise, le régulateur, il n'y a pas beaucoup de régulation aux États-Unis, même s'il y en aura moins grâce à ce cher Elon. La régulation a comme interdit à Cruise de continuer à opérer parce que ça commençait à être n'importe quoi. Oui. Et avec l'arrivée donc d'Elon Musk à on va dire un poste stratégique au sein du gouvernement de Donald Trump, ça peut peut-être aussi changer la donne, mais on aura l'occasion d'en reparler, Luc. Yves, j'aimerais avoir ton point de vue aussi sur un autre sujet qui est équivalent, mais là on va de l'autre côté de la planète, on va en Asie. Parce que les Chinois, eux, sont en train d'accélérer sur le véhicule électrique, de par une réglementation qui est très dure. Hein. Le gouvernement chinois impose aujourd'hui une marche forcée des véhicules électriques pour dépolluer l'atmosphère qui, on le sait, est terrible en Chine. Et parallèlement à ça, il y a le véhicule autonome qui est une réalité déjà en Chine. Alors,
Oui et non. Alors, le véhicule électrique, tu l'as dit, c'est... on n'achète plus une voiture à pétrole, voiture à essence. Pétrole. Oui, parce que oui, à essence, quoi. Thermique, on va dire. Pétrole, une voiture moteur thermique en Chine. Ça existe presque plus. Je n'ai pas dit que ça existait plus du tout, mais ça existe presque plus. Mais l'étape d'après, après la voiture électrique, c'est la voiture intelligente. Ça s'appelle le smart car, mais eux l'appellent la voiture intelligente. Et dans la voiture intelligente, il y a la conduite autonome. Dans la conduite autonome, pour reprendre ce que tu as dit, Luc, là aussi, il y avait une régulation très, 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 très stricte qui s'est ouverte il y a 3-4 mois. On va dire le gouvernement chinois et Xi Jinping lui-même a reçu Elon Musk en lui disant « Écoute, tu es bienvenu pour essayer tes voitures chez nous et on va alléger la régulation. » Okay, donc là, il y a un pas en avant. Mais entre la voiture autonome et je pense qu'en Asie comme aux États-Unis, la physique c'est la physique, la technique c'est la technique. Donc je veux dire, que ce soit en Chine ou que ce soit aux États-Unis, il y a les mêmes problématiques de coûts, il y a les mêmes problématiques qui se posent aux États-Unis, etc., de régulation, etc. Donc pareil qu'aux États-Unis, je ne vois pas les voitures totalement autonomes arriver sur le marché rapidement. Okay. Par contre, ce qu'on voit arriver sur le marché très vite, il y a les robots, taxis, mais on voit aussi les minibus, les shuttle bus, qu'on appelle une dizaine de places, 15 places, qui eux sont des parcours définis à l'avance. Voilà, c'est-à-dire qu'ils font toujours le même parcours. Voilà. Et là, ça facilite bien évidemment l'autonomie ça facilite du les choses. Et on arrive à des vitesses qui sont significativement les mêmes que les voitures, avec des niveaux de sécurité très importants. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué, parce que ça a été annoncé ce matin ou hier, que Betty, qui est un des champions européens, je crois même que c'est le leader européen des petits bus autonomes, a signé cette semaine avec WeRide, qui est le leader chinois, l'équivalent du Waymo américain, un accord de partenariat qu'ils avaient signé avec Renault préalablement. Et puis la deuxième chose qu'on voit arriver, c'est pas des fonctions de conduite autonome en tant que telle, mais c'est d'arriver devant chez soi, de sortir de sa voiture et dire à sa voiture, va te garer. Et donc la voiture, on ne sait pas où elle se gare, mais elle est partie se garer. Et à un moment, on reçoit un texto, je me suis garé, j'ai d'ailleurs payé le parking. Bon, il ne faut pas qu'elle se garde sur les places livraison, parce qu'après, ça va nous coûter cher. Et quand on veut la rechercher, qu'on sort de son supermarché ou le matin de chez toi... Comme une espèce de voiturier... Voilà. Donc ça... Boosté à l'IA, parce que là, c'est de l'IA générative. Et là, c'est de l'IA générative. Et ça, on le voit déjà. C'est-à-dire, quand on va faire ses courses dans un supermarché, dans un shopping mall, au Carrefour, l'équivalent de ces grands centres commerciaux... On commence à voir ces véhicules. Ah mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on arrive et on dit allez, va te garer et on va faire ses courses et quand on revient, quand on est à la caisse, on dit arrive. Je arrive dans 5 minutes. Et là, on monte dans sa voiture et elle repart généralement toute seule, puis après on reprend la main quand on arrive sur un peu plus de trafic. Jérôme, j'aimerais qu'on évoque un sujet qui est intimement lié à tout ça, c'est l'intérieur du véhicule et la manière dont on interagit avec ce véhicule. On le voit, ChatGPT a révolutionné notre manière de travailler, d'interagir avec des machines. Est-ce que cette IA générative va arriver ou arrive dans les véhicules avec cette nouvelle interface qui est la voix? Alors la voix, ça existe depuis pas mal d'années, mais pour, on va dire, des tâches sommaires, est-ce qu'on va pouvoir créer un vrai dialogue entre la voiture et le conducteur? Oui, alors ce qu'on voit et ce qui m'intéresse particulièrement en ce moment, c'est que les machines commencent à avoir des comportements, elles sont autonomes, elles décident de faire des choses grâce aux IA génératives. Et l'une des grandes questions qu'on a abordées avec, en l'occurrence, la société Renault et ma start-up qui s'appelle Spoon, c'est comment on peut donner un corps, une apparence à cette interface qui incarne la décision du véhicule, qui incarne l'intelligence du véhicule, sans être dans un truc un peu freaky, du genre qui ressemble trop à un humain ou qui place le truc un peu différemment, sans surpromettre de trop non plus sur ce que est effectivement capable de comprendre le véhicule, sur soit ce qui se passe à l'intérieur du véhicule, soit ce qui se passe à l'extérieur du véhicule. Et donc du coup, on a designé un petit personnage à l'image du logo Renault, qui s'appelle Renault, Rhino in English, R-E-N-O, et qui est sympa, plein de joie, plein de dynamisme, et qui est aux couleurs des véhicules R4, R5 et puis bientôt d'autres, dynamique et orienté vers le futur de ces interfaces. Mais il est où ce personnage? Il apparaît sur l'écran du véhicule? Alors il est en plusieurs endroits. Il est d'abord dans le cockpit, sur l'écran du véhicule, on peut l'appeler, on dit Hey Renault, il arrive, joyeux, il a quelque chose tout le temps de la gaieté, mais aussi du service à apporter. Après, on va pouvoir, à l'intérieur du véhicule,
lui demander de baisser les fenêtres, changer, réguler la température. Ah, d'accord. Donc voilà. c'est une vraie télécommande du véhicule, c'est-à-dire qu'il n'est pas là que pour nous donner, par exemple, des conseils sur un trajet ou des choses comme ça. Il va aussi interagir sur le hardware du véhicule. Exactement, il est connecté au véhicule. Je lui dis Renault met les warnings, il va mettre les warnings. Oui, je pense que c'est un exemple que je donne, mais c'est tout à fait imaginable. Il est aussi l'intelligence du véhicule et pas juste une télécommande, parce qu'il va pouvoir donner un état du véhicule et ramener des informations vers l'utilisateur quand c'est nécessaire, sans bien sûr le distraire de son occupation, qui est en l'occurrence conduire le véhicule pour le chauffeur. Jérôme, autre activité qui est intéressante, c'est la robotique. Donc c'est vraiment aussi ton autre métier avec donc Miroca et Miroki et Enchanted Tools. Est-ce qu'il y a un rapport entre la robotique et le véhicule aujourd'hui ? Alors, il y en a une dans le sens où ces machines commencent à être autonomes. C'est-à-dire qu'on a des algorithmes qui simulent une prise de décision. C'est-à-dire on lui a donné un nuage de décisions dans telles circonstances, etc. Et lui, il arrive à interpoler et à s'inspirer de l'ensemble de la base de données pour pouvoir prendre une décision appropriée. Mais c'est quand même pas évident de s'imaginer vivre avec une machine qui prend une décision. Quand on voit un véhicule qui décide de tourner à droite ou à gauche sans conducteur, ça nous interpelle. Et imaginez demain que ce soit un personnage dans votre environnement ou dans une grande surface ou pourquoi pas dans un hôpital, qui soit là et qui va agir sur l'environnement matériel. Donc, un des grands sujets, c'est l'interface. Comment on lui parle, comment elle nous regarde, comment elle nous comprend, comment elle nous répond, comment on rend ça accessible à tout le monde. Parce qu'il ne s'agit pas de faire juste une interface pour des experts, mais aussi vraiment tout le monde. Luc, tu voulais réagir justement sur cet avatar ? Oui, sur l'avatar, je voulais juste dire qu'il était dans son mode réactif, donc il réagit effectivement, donc tu peux lui donner des ordres, mais il est aussi proactif. Et effectivement, un exemple, c'est quand tu roules à 30 km/h dans Paris, c'est impossible. Hein. Donc tu roules plutôt à 40, tu vois, et il va te dire au bon moment, attends, tu roules à 40, est-ce que tu veux que je te montre comment tu pourrais mettre le régulateur de vitesse ? Donc il est aussi, il va t'aider à avoir moins de PV. Ah, pas mal, en plus. Pas mal. Et ça va arriver... alors, c'est le cas de Renault, ça arrive sur les nouveaux modèles de Renault, mais on peut imaginer que ça va arriver chez tous les constructeurs automobiles à terme. Alors, il y a déjà des incarnations des IA. On voit en Chine, par exemple, le Nimo, c'est une espèce de petite boule comme ça qui se situe sur le tableau de bord et qui va pouvoir faire cette même présence, incarner l'intelligence. On a également, je crois qu'on a chez BMW Mini, il y a un petit personnage, un petit chien. Je ne sais pas s'il est vraiment interactif, mais il commence à être là. On voit Mercedes également qui a plus un nuage qui va vivre en fonction de ce qui se passe. Mais on va vers une incarnation, embodiment, on dit en English, de l'intelligence et du personnage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Renault, on n'est pas les derniers sur cette innovation et c'est plutôt positif. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Yves Maître, Luc Julia et Jérôme Monceau. Cette nuit de l'IA se poursuit tout de suite avec un invité exceptionnel. Vous allez tout savoir sur peut-être l'une des innovations de cette fin d'année 2024. Il s'agit de Perplexity qui est en train de réinventer la recherche sur Internet. Voilà, petit détour par Marseille dans cette nuit de l'IA avec un invité exceptionnel que je reçois aujourd'hui. Il s'agit du Chief Business Officer d'une boîte qui arrive en France, que l'on commence à entendre parler. Il s'agit de Perplexity.ai et qui est là pour, en fait, complètement révolutionner, bouleverser la manière dont on recherche l'information sur Internet. Vous allez voir, c'est passionnant. Mon invité est Dimitri Shevelenko. Bonjour Dimitri. Merci beaucoup de m'accueillir, c'est un plaisir. Vous êtes Chief Business Officer donc de Perplexity. J'expliquais que votre spécialité est de révolutionner la recherche sur Internet. Depuis 20 ans, on recherche avec Google. Et là, vous êtes là pour imaginer la recherche du futur grâce à l'intelligence artificielle générative, c'est ça ? Absolument. Le grand changement révolutionnaire de Perplexity, c'est que lorsque vous posez une question sur Internet, vous obtenez une réponse à la place de recevoir des liens. Ce que l'on fait, c'est qu'on utilise la puissance de l'intelligence artificielle pour résumer et synthétiser les meilleures informations venant d'Internet. Perplexity, c'est ce mariage heureux entre un moteur de recherche avec de l'intelligence artificielle pour vous apporter ces informations instantanément. Et s'il y a une chose que l'on a
a appris avec l'histoire de l'Internet, c'est que lorsque quelque chose est simple à faire, les gens le font plus. Et avec Perplexity, il est plus simple d'acquérir des connaissances et donc les gens vont poser plus de questions, vont être plus curieux et vont obtenir plus de connaissances. Voilà pourquoi nous nous félicitons de notre développement, parce que la connaissance, c'est bien. Mais alors, c'est aussi un changement d'habitude important pour les gens. Aujourd'hui, on a le réflexe d'un moteur de recherche, on tape un mot, on a des résultats. Là, intellectuellement, c'est tout nouveau aussi, la manière d'appréhender la recherche sur Internet avec votre solution, non ? Oui, cela accélère le processus d'acquisition d'informations. Et si nous sommes en mesure de bousculer Google et les autres moteurs de recherche, c'est que nous avons une nouvelle proposition de valeur à proposer aux utilisateurs. On leur fait gagner beaucoup de temps et donc il est utile de tester un nouveau produit. Il est difficile de changer de comportement, mais aujourd'hui on voit que les gens ont une raison de changer de comportement. On voit que la recherche est en train d'être révolutionnée. On passe à l'ère de l'intelligence artificielle générative, vous le disiez. OpenAI est en train de lancer ChatGPT. Est-ce que vous pensez que demain, tous les internautes du monde passeront à ce type de changement de recherche sur Internet ? Oui, tout est une question de temps. Les gens ont tendance à se regrouper autour des outils les plus utiles. Et nous avons un outil très utile. Mais comme toute transition, il y a les early adopters, les premiers utilisateurs, et ensuite cela se développe progressivement. Quoi qu'il en soit, il y a réellement un avantage à utiliser notre produit. Je ne pense donc pas qu'on va retourner en arrière. On ne va pas revenir en arrière parce que notre produit offre des connaissances, de la valeur pour les entreprises, les internautes. Et donc, une fois qu'on se lance dans ce chemin, on ne revient pas en arrière. Question, on voit que l'intelligence artificielle est en train aussi de révolutionner l'interface. Aujourd'hui, la voix arrive. GPT Voice, c'est incroyable. On arrive à avoir une discussion quasi humaine avec une intelligence artificielle. Est-ce que la recherche aussi va adopter la voix, à votre avis ? Est-ce que Perplexity, la voix, ça a du sens ? Absolument, nous avons déjà une expérience voix à voix pour les utilisateurs pro de Perplexity où on peut poser une question en utilisant sa voix naturellement. On peut faire une recherche d'informations sur Internet et on vous donne une réponse à l'oral également. Et on peut avoir des échanges comme ça. C'est fondamentalement différent. Lorsque l'on utilise Google, on ne peut pas obtenir une liste de liens et d'URL à l'oral, ce ne serait pas utile. Et donc, il y a une transition pour avoir des réponses à l'oral plutôt que de liens. Ça ouvre de nouvelles modalités, l'utilisation de la voix, en particulier lorsque vous utilisez votre téléphone portable, lorsque vous êtes en vadrouille. Et vous pouvez également, mais il faudra toujours avoir des recherches à l'écrit. Donc, je ne pense pas que la voix remplacera tous les résultats, mais pour les appareils mobiles, ça peut être utile. Cette modalité pourra être utile. Est-ce que l'intelligence artificielle qui arrive donc dans la recherche avec vous, Perplexity.ai, révolutionne aussi le modèle économique ? On voit qu'aujourd'hui, Google, c'est simple. On tape un mot, on a des liens sponsorisés sur lesquels on clique ou pas, mais c'est le modèle économique de Google et Google gagne beaucoup d'argent avec ça. Est-ce que là aussi, il y a, on va dire, un changement de paradigme ? Comment vous allez être financé ? Je crois que la pub arrive sur Perplexity. Comment apparaît-elle en fait dans la recherche ? À l'inverse des autres entreprises sur Internet, nous avons commencé par un modèle économique par abonnement. Il y a une version gratuite et Perplexity Pro, 20 € par mois. Donc, c'est un autre système et cela s'est développé très rapidement. On s'en sort très bien avec ce modèle économique et cette semaine à peine, nous avons lancé des publicités comme modèle économique aux États-Unis et nous allons mettre ça en place en Europe également très prochainement. L'avantage de ne pas dépendre uniquement de la publicité, c'est qu'on n'a pas besoin de lancer des mauvaises publicités ou de mettre en avant des publicités qui sont dérangeantes pour les utilisateurs. Avoir des sources de revenus diversifiées avec des abonnements pro et de la publicité, ça nous permet d'optimiser l'expérience utilisateur pour qu'elle soit réellement la meilleure possible. Jeff Bezos a dit, on le sait, votre marge, c'est notre opportunité. Et donc les moteurs de recherche traditionnels ont des modèles économiques très lucratifs, mais leurs marges sont notre opportunité d'offrir une meilleure expérience utilisateur et de ne pas simplement dépendre des publicités. C'est une bonne manière d'avancer.
Vous avez cité Jeff Bezos parce que Jeff Bezos a investi beaucoup d'argent dans Perplexity. Petite question aussi sur les droits d'auteur, parce qu'on voit que vous avez été au cœur d'une polémique concernant le fait que vous récupériez des données de certains médias sans leur autorisation. Vous n'êtes pas les seuls, hein. OpenAI a eu ce type de problème. Est-ce que là aussi, il faut tout remettre sur la table pour réimaginer la manière dont on peut récupérer des informations et gérer le droit d'auteur, à votre avis? Pour Perplexity, le travail des journalistes et des médias est très important. C'est la raison pour laquelle nous avons lancé un programme de partage des revenus révolutionnaire avec les éditeurs de contenu. Nous l'avons fait par exemple pour le Spiegel. Il y a des membres qui appartiennent à ce programme et nous déployons des publicités et parfois les éditeurs voient leurs informations utilisées pour générer des réponses et il y a des publicités associées à ces réponses. Eh bien, les revenus venant de ces publicités sont partagés avec les éditeurs. Cela nous permet d'avoir un modèle assez sain parce que l'échange de valeur entre Google et les éditeurs de contenu n'a jamais très bien fonctionné pour les éditeurs de contenu. La valeur du trafic Internet n'a pas été très bon et donc le partage des revenus est pour nous une partie intégrale de cela. Mais il est important de noter que Perplexity n'a pas de modèle de fondation. Nous ne sommes pas en train de récupérer toutes les informations d'Internet pour créer un modèle de fondation génératif. Nous utilisons des informations factuelles qui viennent de sources Internet pour répondre à des questions. Et tout le monde comprend bien, tous les pays comprennent bien qu'il n'y a pas de monopole sur les faits. Il n'y a pas de droit d'auteur pour les éléments factuels. On ne reproduit pas l'expression du journalisme. Mais peu importe les spécificités juridiques, il est important pour notre réussite à long terme que les éditeurs, les journalistes puissent prospérer. Voilà pourquoi nous avons ce programme de partage des revenus. Vous êtes en opération séduction en France. La France est un pays important pour Perplexity. Est-ce que vous allez... OpenAI vient d'ouvrir des bureaux à Paris, vous êtes sans doute au courant. Est-ce que vous avez vous projetez aussi d'être présent ici en France? Alors oui, la France est un de nos marchés prioritaires. Voilà pourquoi je me félicite d'être ici cette semaine. Les gens l'ont peut-être remarqué, mais Perplexity rentre dans un marché en s'associant avec des grands acteurs de la télécommunication. Alors nous n'avons rien à annoncer cette semaine, mais vous devriez vous attendre à de bonnes nouvelles pour la France très prochainement. C'est une manière de lancer Perplexity dans un marché, le présenter à un gros marché de consommateurs en France. Mais chaque semaine, nous répondons déjà à des millions de questions venant d'internautes français, sans avoir fait de marketing ou de campagne de publicité. Donc c'est simplement de la croissance organique, de la découverte. Et j'ai été tout simplement époustouflé par cet accueil. Les gens me montraient qu'ils avaient Perplexity sur leur téléphone, ils s'en servent déjà beaucoup. Et évidemment, nous avons l'ambition d'ouvrir des bureaux ici et de continuer notre développement en France. Vous dites que vous passez des accords avec des opérateurs télécoms. Alors, vous n'annoncez pas encore votre partenaire en France. Mais comment ça marche dans d'autres pays avec lesquels vous avez déjà signé cet accord ? Nous sommes fiers de travailler avec Deutsche Telekom en Allemagne, SoftBank au Japon. Nous travaillons également en Corée, Telefonica pour différents marchés. Il y a un très très bon élan, une belle dynamique avec les différents opérateurs télécoms dans le monde. Et la meilleure chose que les opérateurs télécoms peuvent faire pour leurs utilisateurs, c'est les encourager à tester les meilleurs produits d'intelligence artificielle. Et évidemment, nous pensons que c'est Perplexity. Nous sélectionnons un opérateur unique par marché et leurs abonnés ont 1 an de Perplexity Pro gratuitement. Donc cela représente 200 € de valeur inclus dans leur abonnement téléphonique. Lorsque les gens testent la version premium d'un produit, eh bien ils ont tendance à l'adopter. Et avec Perplexity, il suffit de tester le produit pour l'adopter. Pour nous, cela a été essentiel. Par ailleurs, les gens ont une relation assez étroite avec leur opérateur télécom. Et donc, si le télécom dit « essayez ça », les gens ont tendance à écouter. Merci beaucoup Dimitri Chevelenko d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes Chief Business Officer de Perplexity.ai. Tester Perplexity, c'est quand même impressionnant et ça révolutionne un petit peu la manière dont on a l'habitude de chercher des informations sur Internet. Merci beaucoup.
Voilà, la nuit de l'IA revient dans un instant sur BFM Business. On a encore une bonne demi-heure à passer ensemble avec 2 thèmes passionnants, l'IA, l'intelligence artificielle, l'éducation et la défense. Nos invités nous rejoignent sur ce plateau dans 1 minute. Merci d'être là et à tout de suite. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business. BFM Business partenaire. Comment introduire une émission sur l'intelligence artificielle? Je vous ai préparé un générique pour lancer votre émission. Bienvenue dans la nuit de l'IA, l'émission qui explore les mystères et les possibilités infinies de l'intelligence artificielle. Préparez-vous à plonger au cœur de la révolution technologique où les machines défient les limites de l'imagination humaine. BFM Business présente la nuit de l'IA avec François Sorel. Voilà le retour de cette nuit de l'IA sur BFM Business. Un grand merci d'être avec nous. On va encore aborder 2 sujets passionnants. Tout à l'heure, ce sera l'intelligence artificielle et la défense. Mais pour débuter, place à l'éducation qui est au cœur aujourd'hui des préoccupations de notre société. Pour en parler, Frédéric Simotel est avec nous, qui va piloter ce débat. Bonsoir Fred. Bonsoir. Mon camarade, bien évidemment, à la rédaction de BFM Business. Et nous sommes avec Gilles Cymbalista. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Vous êtes vice-président conseil expert data Science AI chez CGI, qui est une société de conseil et de services numériques. Et à vos côtés, Jamal Latif. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Dauphine, chercheur en intelligence artificielle. Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous propose de nous plonger justement sur cette intelligence artificielle qui est déjà partout, par exemple dans le monde professionnel. Et pour cela, les écoles de commerce proposent de nombreuses formations dédiées à l'IA afin de permettre justement aux futurs ingénieurs de maîtriser ces outils pour optimiser leur temps de travail. Je vous propose de regarder et d'écouter ce reportage de Léa Arrojo à Neoma Business School. C'est à Rouen et on revient après. Bonjour à tous. Dans cette classe, les étudiants assistent à cette nouvelle formation animée par Alain Goudet, directeur général adjoint chargé du numérique à Neoma Business School. Ici, les élèves apprennent à comprendre, maîtriser et utiliser l'IA sous toutes ses formes. C'est effectivement fondamental de se former aujourd'hui à l'intelligence artificielle parce que déjà, dans le monde du travail, énormément d'entreprises partout dans le monde, quel que soit le secteur d'activité, quel que soit le type de métier, ces entités vont être impactées en fait par cette technologie. Objectif, permettre aux futurs ingénieurs, managers ou chefs d'entreprise de s'adapter aux futurs défis du monde du travail. Pour Lily, en 2e année de master, c'est un atout essentiel de son CV. J'apprends déjà les fondations de l'IA, le futur de l'IA. Après, on a des cours un peu plus techniques, le machine learning, le deep learning. Le but étant de maîtriser un peu l'IA pour pouvoir la vendre, par exemple, étant donné qu'on a quand même des profils qui restent des profils de commerciaux. Aujourd'hui, la demande explose au sein des entreprises et les offres d'emploi liées à l'intelligence artificielle générative sont en hausse de plus de 400% à l'échelle mondiale depuis 5 ans. Les impacts de l'IA générative, spécifiquement, amènent effectivement des gains d'efficacité, de performance et de productivité. En moyenne, les études montrent que ce gain est autour de 30% à peu près. En 2023, Neoma a formé plus de 6200 étudiants à l'intelligence artificielle. Alain Goudet espère désormais former l'ensemble des étudiants de l'établissement. Voilà, reportage signé Léa Arrojo. Frédéric, voilà un exemple concret de la puissance de l'intelligence artificielle aujourd'hui dans le monde de l'éducation. Oui, exactement. Et ça change beaucoup de choses aujourd'hui dans l'enseignement. Justement, je posais ma question à Jamal, comment l'IA, justement, transforme aujourd'hui la façon d'enseigner. Oui, donc l'IA, ça a été dit. Dans le reportage, on voit comment les écoles s'adaptent à l'arrivée de l'IA générative. Mais il y a l'IA générative. Elle est là, elle est présente, mais il y a d'autres formes d'IA, on reviendra un peu là-dessus, qui ont aussi leur intérêt dans comment aider à apprendre. D'accord ? Donc l'IA, aujourd'hui, on en parle parce que depuis 2 ans, ChatGPT est arrivé aussi dans les classes. Oui. On s'est rendu compte en tant qu'enseignant, quand on donne un devoir, notamment dans des matières où il y a beaucoup de rédaction, beaucoup de synthèse, les étudiants, naturellement, utilisent ces modèles-là. Et ils ont raison, il ne faut pas limiter les usages, il faut surtout accompagner les étudiants à mieux les utiliser. C'est ce que font désormais les écoles, c'est ce qu'on fait nous aussi à Dauphine, où je suis vice-président en charge aussi de ces questions-là. On accompagne la formation de l'ensemble de nos étudiants. Donc, dans toutes les formations, on a des formations spécialisées. On a créé une double licence, IA et sciences des organisations. On a créé des masters. Mais il faut travailler sur l'AI literacy, la littératie en IA. Donc, on a ce programme où tous les étudiants qui sortent de notre université, il faudrait qu'ils sachent déjà quels sont ces outils, comment ils vont être utilisés dans leur métier de demain. Et surtout,
bien comprendre comment ça marche et surtout comprendre ce qu'il ne faut pas faire avec ces outils-là. Donc aujourd'hui, il y a cette focalisation sur l'arrivée de ces outils dans les salles de classe. Ça change la façon de travailler des étudiants, mais aussi des enseignants. Donc moi, en tant qu'enseignant, évalué par un rapport, ça n'a plus trop d'intérêt en réalité. Donc les étudiants vont utiliser ChatGPT, Gemini, il faut citer d'autres. Hein. Mais justement, ils ont le choix maintenant. Le fait que ces IA soient entraînés sur du savoir américain quelque part. Oui, alors c'est du savoir américain, mais sur le savoir qui est sur Internet. Enfin, après, il faut savoir ce que c'est que la notion du savoir, sur ce qui existe sur Internet. Donc, la vraie question, c'est quelle est la donnée. Est-ce que le savoir est universel? C'est un peu la question. Ou En tout cas, ce qu'on apprend, alors c'est une question plutôt technique, sur la façon d'écrire le savoir est quelque part universelle. La grammaire, on peut la retrouver. Et donc, oui, donc tout ça est entraîné sur tout ce qui existe sur Internet. Il faut aussi le dire. Ça veut dire que ce sont des modèles qui peuvent dire des bêtises. Donc, tout à l'heure, on a entendu parler de la notion de l'alignement, comment instruire ces modèles pour qu'ils disent moins de bêtises. C'est ce qu'il faut qu'on dise aussi à nos étudiants. Ce sont des outils très puissants pour aider à la rédaction, pour faire la synthèse. Et alors justement, Gilles, donc il ne faut pas l'interdire, qu'on soit bien clair. Hein. Il faut l'encourager, il faut la maîtriser et la mettre à disposition dans de bonnes conditions. C'est un vrai accélérateur de toute façon sur la productivité, à bon escient, encore une fois. Et donc il faut être vigilant sur ça. Ce que tu disais, Jamal, c'est qu'effectivement, c'est la consolidation finalement d'un savoir ou d'une connaissance universelle qui est partagée. Maintenant, comment on y accède, comment on l'utilise et ce qu'on en fait, ça reste notre décision à nous, humains, en fait. Alors, Jamal, à quoi ressemblera en fait le prof de demain? Alors, peut-être que ce sera un robot, on verra un avatar, certainement. Mais voilà, qu'est-ce qu'il va enseigner? Quels outils? Quelle façon d'enseigner? On l'a déjà un peu dit. Oui, en réalité, le prof de demain, il est déjà là. En fait, le métier d'un prof d'aujourd'hui n'est pas celui d'avant Google, n'est pas celui des années 80. En réalité, quelque part, nous, enseignants, on s'est transformés parfois en curateur de la connaissance. Comme moi, quand je crée un nouveau cours, je regarde déjà ce qui est disponible, on va dire, aux États-Unis, au MIT, à Harvard, mais aussi à l'EPFL. Donc, il y en a cette diffusion conséquente du savoir. Et donc, notre rôle... Alors, plus comme avant, on va à la bibliothèque, prendre le savoir à la source, du savant qui a introduit le concept, et on essaye de rendre ça digeste et mettre sa pédagogie envers les étudiants. Voilà. Donc c'est là l'idée. Aujourd'hui, on a ce savoir qui est là, qui est partagé. Le rôle du prof, c'est de faire de la curation, construire ça en pédagogie, en méthode de travail. Notre rôle, c'est, dans une classe, c'est d'aller chercher le regard de celui qui semble être perdu. C'est de l'interaction. L'apprentissage, c'est de l'interaction. Et quitte à aller jusqu'à la personnalisation, est-ce que l'IA peut permettre justement une plus grande personnalisation de l'enseignement? En tout cas, l'IA, c'est une autre définition de l'IA, c'est pousser vers la personnalisation. C'est ce qu'on fait avec les outils de recommandation. Et ça peut être intéressant pour des élèves. Aller chercher là où ça chope, là où... Parfois, il y a des élèves qui ont du mal à poser des questions, qui ont un apprentissage plus lent que les autres. Donc, il faut l'utiliser comme une aide, un appui. Mais j'insiste, l'apprentissage se fait aussi par interaction avec les pairs. L'apprentissage, ce n'est pas une finalité. La connaissance, elle est déjà existante. Elle est existante dans les livres. Aujourd'hui, elle est existante sur Internet. Et aujourd'hui, moi, je pense que les LLM, ils ont juste résumé tout ce qu'on connaît comme connaissance en mémoire. Ils ont mémorisé ça. On peut interagir avec eux. Parfois, ça dit des bêtises, mais la recherche va avancer. Mais il faut garder en tête que l'apprentissage, c'est un processus. Il faut qu'on apprenne à comment apprendre à raisonner, apprendre à avoir un esprit critique. Donc le rôle de l'enseignant, c'est de revenir sur la base de ce que c'est que l'apprentissage. Alors ça, c'est juste, on n'est pas là pour accumuler du savoir, on est là pour aller chercher le savoir, raisonner à partir de ce savoir. Et donc, comme toujours, l'IA est un outil qui peut aider à focaliser le rôle de l'enseignement sur ce qu'il y a de fondamental. Et donc, Gilles, le relationnel, le contact humain, ça reste essentiel. Hein. Alors, c'est essentiel à plusieurs niveaux. D'abord, ça fait partie du processus d'enseignement et de formation d'un individu qui ne peut pas graviter seulement à bachoter en fait, sur des bouquins. Ça ne marche pas, ça. Par contre, ce qu'ouvre comme possibilité cette nouvelle technologie, c'est peut-être d'observer l'étudiant automatiquement avec de l'IA. C'est déjà ce qu'on fait d'ailleurs chez CGI à 3 niveaux, observation des comportements du visage, des gestes et même du discours pour l'aider à insister sur les points où il a peut-être des carences ou des difficultés. Et bref, c'est dans ce sens que l'hyperpersonnalisation peut aider l'enseignant à localiser les cœurs de difficulté. On fait la même chose au niveau de l'entreprise. On se dit que les trajectoires de carrière vertueuses, par exemple, dans les grands groupes, pourraient être singées pour pouvoir les accompagner dans des gens qui se retrouvent dans les mêmes situations virtueuses, juste les pousser, les accompagner à progresser. Donc c'est une vraie rupture d'usage quand même. Je
rentrerai pas dans le débat de l'intelligence, parce que vous connaissez mon point de vue là-dessus. Mais en réalité, ça accompagne énormément sur l'accès et la consolidation de la connaissance. Et la mise à disposition et la vulgarisation en fonction de la capacité à comprendre. C'est ça qui est un petit peu nouveau aussi. Donc oui, c'est un périmètre où elle va vraiment trouver à s'épanouir. Mais il faut à la fois conditionner le professeur, ce que tu as oublié de dire ailleurs, et l'étudiant. Il n'y a pas que l'outil et le moyen, il y a effectivement tout le process d'apprentissage. Et c'est vraiment très enthousiasmant de le revoir, de le repenser, comme travailler l'esprit critique. Plutôt que de dire que ChatGPT fait des erreurs, des hallucinations, entraînons l'esprit critique pour que l'étudiant les trouve. Voilà, on est plus malin quand même. C'est pour ça que, d'ailleurs, on le dit toujours dans nos émissions avec François, laissez ouvert le ChatGPT avec un contrôle, enfin évidemment, qui n'est pas de bêtises. C'est un outil, en fait. Oui, c'est un outil, mais qui doit avoir une vérification finale faite par l'homme. Parce qu'il se trompe. Et la question sur la connaissance, est-ce que toute la connaissance, parce que là avec cette IA, on a l'impression, autant avec les moteurs de recherche, on doit quand même faire un petit effort d'aller chercher des choses, autant là avec cette IA, on a cette connaissance qui devient disponible à tout le monde. Mais est-ce que c'est vraiment bien d'avoir cette connaissance disponible à tout le monde? Est-ce qu'il n'y a pas un peu trop de facilité Non, je pense que la connaissance, il faut qu'elle reste partagée. Je pense qu'on dit que c'est le seul bien. Dès lors qu'on le partage, il se multiplie. Donc plus on partage la connaissance, plus elle va se multiplier. Et plus c'est vertueux. Plus c'est vertueux. Il faudrait qu'on ait une connaissance qui soit ouverte, pas le propre de quelques-uns ou quelques firmes. C'est très important, y compris sur cette question fondamentale de partage de la connaissance, c'est qu'elle soit ouverte. Donc il y a un vrai enjeu sur l'ouverture de ces modèles. Maintenant, oui, donc ces modèles, on parle des modèles de langue principalement ici, dans lesquels on mémorise, on résume l'ensemble de ce que l'humanité a produit finalement comme connaissance. Donc on met tout ce qu'on a numérisé dedans, c'est appris sur tout Internet. Oui, forcément, il y a des connaissances dedans. Donc c'est la façon de générer le texte qui est faite de façon un peu, on va dire, bout de mot par bout de mot. Mais dedans, on a résumé quelque chose. Maintenant, comment arriver à déceler, à faire des corrélations entre des concepts cachés? Pour l'instant, c'est pas automatisé. Et c'est l'humain, par son prompt, qui peut aller chercher des corrélations. Ça lui donnera des résultats. Donc le résultat va être critiqué par celui qui le reçoit, et ainsi de suite. Donc oui. Et Gilles, vous en avez indiqué un mot. Comment on transpose ça justement dans le monde de l'entreprise? Bien, c'est la notion de connaissance et de partage de la connaissance, elle n'est pas aussi philosophique que celle que tu proposes. Tout n'est pas partageable, évidemment. Dans certains contextes, vous allez parler après du militaire, etc. Enfin, il y a des sujets, c'est absolument pas possible. Donc il y a aussi cette question quand même, je contrôle un petit peu ce que je mets en entrée et comment je le restitue. Ça, c'est un point vraiment important. Par contre, il y a une autre facette de tout cela, c'est qu'on va découvrir des choses ou des innovations sur lesquelles on est passé juste à côté, en fait. Et le fait de pouvoir consolider cette information avec un contexte beaucoup plus large, nous, humains, de le voir, cette association qu'on n'aurait pas vue avant. Donc on va essorer un peu plus le savoir, c'est une conviction personnelle, je vous l'accorde, pour trouver des choses qu'on est passé peut-être à côté. Donc ça va être générateur et créateur de nouvelles idées. L'IA est capable de nous emmener vers une piste à laquelle on n'aurait pas pensé. À laquelle on n'a pas pensé. Alors par contre, il y a un débat aussi de fond, c'est est-ce qu'on veut donner accès à toute forme de connaissance à tout le monde? Ça, c'est aussi philosophique et politique suite à ce qu'on se disait. C'est-à-dire, est-ce que je mets à disposition toute forme de connaissance à tous? Et là, ça dépasse un petit peu le propos d'aujourd'hui. C'est un autre débat qu'on ne va pas ouvrir ce soir, puisque on est d'accord. Le temps nous est compté. En tous les cas, c'était très intéressant. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Gilles Saint-Balista, vice-président conseil expert data science et AI chez CGI, et Jamal Latif, professeur à l'université Paris-Dauphine, chercheur en intelligence artificielle. Frédéric, tu restes là. On revient dans un instant pour aborder le dernier thème de cette nuit de l'IA. C'est l'IA au service de la défense, et on vous présente nos nouveaux invités dans un instant. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business. Voilà, suite et fin de cette nuit de l'IA sur BFM Business. J'espère en tout cas que vous passez un bon moment avec tous ces sujets qu'on évoque en votre compagnie et puis en compagnie de nos invités. Toujours Frédéric Simotel sur ce plateau, journaliste à BFM Business. Et nous accueillons Mathieu Vanier, directeur IA et data chez CGI Business Consulting. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et rappelons que CGI est une société de conseil et services numériques. Vous êtes aux côtés de David Sadek. Bonsoir David. Vous êtes vice-président recherche, technologie et innovation en charge de l'intelligence artificielle au sein de Thales. Thales, quelques chiffres, Frédéric, rapidement. Oui. 600 experts, ingénieurs et chercheurs en intelligence artificielle et 5800 experts en cybersécurité.
rien que ça pour évidemment assurer bien toutes les missions de Thales qui sont nombreuses. Hein, et on va revenir sur les produits parce que c'est une centaine de familles de produits chez Thales qui intègrent déjà de l'IA et de l'IA générative, parce qu'évidemment, il y a des IA, il y en a beaucoup. Mais je voulais commencer par Mathieu Vanier. Quelques mots peut-être un peu sur les grands enjeux autour de l'IA et de la défense, parce qu'évidemment, alors on parle beaucoup du supercalculateur en ce moment, IA défense, mais voilà, il y en a beaucoup d'autres. Oui, totalement. Alors peut-être déjà se dire ce qu'on entend par la défense. On parle de la défense là comme une grande boîte, mais on parle bien des armées dans la défense et aussi de toute l'industrie de défense qui y a derrière. Et effectivement, c'est un écosystème qui fait face à pas mal de tendances. On le voit, la diversification et la multiplication des types de menaces. On le voit actuellement, par exemple, en Ukraine, qui des fois prend des allures de laboratoire de guerre 2.0. On voit aussi qu'il y a une forte accélération du tempo, que ce soit le déclenchement d'événements géopolitiques déclencheurs de ce genre de conflit, le tempo du rythme de travail des armées aussi et des opérations. Et puis, il y a une culture du digital qui est passée des entreprises privées vers le monde de la défense, qui s'importe et qui amène avec ça une plus grande quantité de données produites, de données consommées, donc, avec tous les sujets d'interopérabilité, exactement, et d'interopérabilité, surtout en cas de coalition, par exemple, qui a anticipé. Donc voilà, tous ces facteurs tirent beaucoup de nouveaux usages que la défense doit s'approprier. Et c'est d'ailleurs pourquoi il y a l'AMIAD qui a été créé, donc l'agence ministérielle, qui permet de coordonner ces différents usages possibles de l'IA dans la défense. Oui, parce que ça va du soldat augmenté au drone. On va en parler avec vous, David. Et puis, il y a évidemment tous les aspects aussi de cybersécurité. David, justement, dans l'IA, alors, vous avez donné plusieurs exemples. On va parler de la super caméra du Rafale, l'IA dans les radars de défense aérienne. Tiens, commençons par cela. Écoutez, effectivement, déjà pour abonder dans le sens de Mathieu, le contexte. Il faut quand même savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a qu'effectivement un déluge d'informations, de données qui sont produites par les différents types de capteurs, de plus en plus. Quand on parle de capteurs, il s'agit de radars, sonars, caméras, satellites, etc. Il y a aussi des nouvelles menaces qui apparaissent de plus en plus, donc des menaces hypervéloces, hypovéloces dans certains cas, donc les drones qui se déplacent très lentement, à basse altitude. Il y a des menaces de furtivité aussi, justement de nouveaux dispositifs. Et puis, il y a toutes les menaces cyber aussi qui accompagnent l'IA et qui sont dues aussi à l'IA. Et dans ce contexte-là, évidemment, l'IA devient absolument indispensable pour pouvoir faire face à ces nouvelles menaces, à traiter ces informations-là. Et notamment, si on prend le domaine des capteurs aujourd'hui, vous avez évoqué la caméra du Rafale, la super caméra du Rafale. Pour mieux détecter les cibles. Voilà, c'est ça, exactement. C'est même pour traiter, reconnaître en fait les cibles à bord directement. Donc, puisque précédemment, le Rafale faisait sa moisson de reconnaissance, et puis, je simplifie un petit peu, les données étaient ramenées au sol pour être traitées, examinées, etc. Et donc, avec ce nouveau système qui est à base d'IA, qui est embarqué à bord du Rafale, donc sur ce qu'on appelle le pod Talios du Rafale. Donc c'est l'IA autonome, en fait, qui n'est pas connectée au sol. Qui traite directement, qui traite directement donc, à bord la moisson de données qui est récupérée et qui, effectivement, détecte et identifie les cibles directement à bord du Rafale. Donc là, c'est une IA qui est totalement miniaturisée, d'ailleurs à base d'un processeur qui s'appelle le TNP, le Thales Neural Processor. Donc là, c'est aussi l'une des forces de Thales, c'est l'embarquabilité, sa capacité à embarquer des réseaux de neurones, avec des contraintes extrêmement fortes, de ce qu'on appelle les contraintes SWAP, le size, weight and power, donc c'est un terme anglais, donc pour dire, oui, c'est quand même des contraintes de taille, de poids et de puissance. Donc c'est une chose que de faire de l'IA qui va fonctionner avec beaucoup de capacité de calcul, de mémoire, etc. C'est autre chose que de pouvoir l'embarquer justement à bord du Rafale. Et on retrouve cette IA aussi dans tout ce qui sont les radars de défense aérienne qui sont... Absolument. Donc ça, c'est sur des radars de type GM200, par exemple, aujourd'hui. On est aussi en train d'embarquer de l'IA qui va permettre notamment de détecter des cibles basses et lentes de type drone. Et à propos, tout à l'heure, Mathieu a parlé de l'AMIAD. On a commencé à travailler justement sur la qualification de ce type d'IA qui est aussi une des composantes d'une IA de confiance. C'est arriver quand même à la qualifier, à démontrer que le système va faire vraiment ce qu'on attend de lui. Mais aujourd'hui, les performances sont absolument
remarquable en termes notamment de réduction de fausses alarmes qui sont détectées par le radar. Donc là, on arrive justement à avoir un gain de performance qui peut aller de 3 à 10 en termes de performance. Et puis on l'a découvert, vous l'avez dit tous les deux, là, dans le cadre de la guerre en Ukraine, c'est le rôle des drones. Et justement, vous travaillez aussi sur l'IA, les données que vous récupérez, l'aide à la décision. Et vous pouvez même, vous pouvez même piloter. Non, ce sont des essaims de drones qui peuvent se piloter de façon autonome. Tout ça grâce à la data et à l'IA. Absolument. Donc dans le domaine des drones, en fait, il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet, par exemple, de la géolocalisation, de la géonavigation des drones en environnement contesté, ce qu'on appelle les GNSS denied, lorsque le GPS n'existe pas ou est brouillé, n'est pas présent. Et avec de l'IA, on arrive à faire en sorte que les drones arrivent à se géolocaliser, au moins à vous créez votre propre GPS grâce à l'intelligence artificielle, exactement. En gros, pour résumer. Voilà, c'est ça. Donc soit de manière relative, soit de manière absolue. Et ça peut se faire soit de façon, effectivement, un drone autonome, soit en essaim de drone qui va se coordonner pour arriver à localiser complètement où se trouve l'essaim à un moment donné. Donc ça, c'est un premier sujet. Un deuxième sujet, c'est celui de la coordination, de rendre en fait un essaim de drone autonome qui va fonctionner en autonomie avec éventuellement d'autres véhicules, qui peuvent être des véhicules terrestres, etc., et à se coordonner pour accomplir une mission et à se reconfigurer effectivement en temps réel pendant la mission. Si des fois il y a un drone qui est touché, il y a un drone qui tombe, ou bien il y a une réduction de la bande passante de communication. C'est incroyable. Donc ça, et c'est grâce un peu comme un essaim d'oiseau, qui va se reconfigurer, qui pourrait se reconfigurer de manière tout à fait naturelle. Absolument. Et alors j'avais vu un autre sujet que je trouvais passionnant, c'est l'intervention des drones pour neutraliser des mines en mer aussi. Ça, c'est l'autre sujet. C'est effectivement, on parle souvent des drones. Quand on pense drone aérien, drone terrestre, mais il y a aussi effectivement les drones marins ou sous-marins. Là, c'est tout le sujet de la lutte anti-sous-marine ou la lutte anti-mine dans le monde sous-marin. Et effectivement, là aujourd'hui, on a des systèmes qui permettent de détecter, d'identifier effectivement des mines sous-marines, effectivement en vue d'une neutralisation. Et ça, c'est aussi grâce à des sonars drones ou des sonars qui sont combinés à des drones qui peuvent être aussi de surface, etc. Là, vous estimez que l'intervention de l'IA, ça a fait accélérer de combien la boucle de décision des militaires, justement? C'est toujours difficile de donner des chiffres. Là, vous savez, si vous regardez les publications effectivement, qu'on donne, selon les cas, je veux dire, l'accélération, elle peut aller de 10 à 1000, en fait, même voire plus. Ça dépend ce qu'on regarde, c'est toujours pareil, ça dépend ce qu'on regarde précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je veux dire, l'un des sujets, c'est vraiment l'accélération de ce tempo et l'accélération de ce qu'on appelle la boucle OODA dans le domaine militaire. Ça, c'est un acronyme anglais qui veut dire Observe, Oriente, Decide and Act. Donc voilà, observer, orienter, décider et agir. Et l'objectif, c'est de conférer aux forces une supériorité informationnelle, une supériorité communicationnelle, une supériorité opérationnelle qui permet justement de décider mieux et vite, et donc d'accélérer complètement cette boucle de décision. Alors effectivement, après, de combien on l'accélère, ça dépend de quoi on parle précisément. Ce qui est sûr, c'est qu'on l'accélère significativement. Mathieu, on parlait donc de cette IA très opérationnelle, et puis il y a aussi, si on remonte un peu d'écran, il y a l'IA de confiance aussi qui est importante, et on va en reparler dans un instant avec David, justement, qui développe ça aussi chez Thales. Totalement, et puis je pense que David a commencé à donner des exemples, mais ce qu'on remarque, c'est que maintenant l'IA est présente sur l'ensemble de la chaîne de valeur. On a parlé de l'IA pour la prise de décision dans ces boucles de commandement. On a parlé de l'IA pour les opérations du quotidien dans les systèmes embarqués. Aujourd'hui, il y a aussi l'IA pour l'opérateur augmenté qui est sur le terrain. Et puis le soldat augmenté, qui ressemble plus un petit peu à ce qu'on a dans l'imaginaire collectif, un petit peu science-fiction de ce soldat augmenté de demain. Mais c'est plutôt lui donner les bons outils pour, par exemple, diminuer sa charge cognitive, par exemple. Et on voit que du coup, ces usages se répandent. Et puis, il y a un deuxième facteur qui est venu percuter tout ça, c'est l'IA générative. Depuis quelques années, avant l'IA, c'était surtout pour les experts. Donc, seuls les experts se questionnaient sur ces sujets d'IA de confiance. L'IA générative est rentrée dans les entreprises et dans cette industrie de défense par la porte du grand public. Donc, évidemment, il y a eu un emparement médiatique. Et là, c'est plus seulement les experts qui se questionnent sur ces sujets d'IA de confiance. C'est le grand public. Donc, il faut adresser ces questions. Et aujourd'hui, il y a 3 grands drivers sur ces sujets d'IA de confiance. Il y a la partie réglementaire, la réglementation qui arrive. Avant, on disait les États-Unis innovent, l'Europe régule.
C'est plus vrai parce que l'Europe innove aussi, mais l'Europe régule toujours. Il y a l'AI Act qui arrive et qui permet de se donner un premier cadre pour comprendre les différents niveaux de risque liés à l'IA. Il y a un deuxième driver qui est éthique, à la fois sur la conception des modèles. Est-ce que je suis capable d'expliquer les résultats de mon modèle? Est-ce que je suis capable d'identifier des biais? Est-ce que mon modèle n'est pas raciste, sexiste? Ce genre de choses. La frugalité aussi, qui fait partie de l'IA de confiance, la consommation énergétique de mon modèle, son impact environnemental. Et puis un quatrième, et là on est en plein dedans avec l'industrie de défense, la partie sécurité. À quel point est-ce que je suis souverain de mes données, de mes modèles, de mes endroits de stockage de mes données? Donc effectivement, l'IA de confiance, selon les contextes, ça c'est tiré par ces 4 facteurs-là. Et vous, David, vous l'entraînez, hein, c'est cette IA de confiance et cybersécurisée. Alors vous n'appelez pas ça les hackers éthiques, vous appelez ça les friendly hackers. Oui, c'est ça, on pourrait l'appeler les hackers éthiques, absolument. Le concept est le même. Ouais. Mais je pense que Thales a été, dans l'écosystème, je pense, très précurseur en termes d'approche d'IA de confiance. De dire, effectivement, faire de l'IA de tous les jours, vous savez, quand Netflix vous recommande un film que vous n'aimez pas, c'est pas dramatique, vous en prenez un autre. Maintenant, si vous avez de l'IA qui est embarquée à bord d'un avion et dans des situations où la vie humaine peut être en jeu, où des missions de défense sont en jeu, etc., c'est une autre histoire. Et là, il faut que ça réponde à des exigences réellement de sûreté de fonctionnement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on arrive à prouver en fait cette confiance, de montrer que les systèmes à base d'IA vont faire ce qu'on attend d'eux, pas plus ni moins, qu'il y a réellement une enveloppe qui va les encapsuler pour dire que ça ne va pas sortir de ce cadre-là. Il y a l'aspect sécurité qui est fondamental, qui est en fait la garantie de la résilience ou de la robustesse à toute forme de malveillance, et en particulier des cyberattaques. Et là, en l'occurrence, à Thales, on a une activité qui est très affirmée sur le sujet. On a effectivement une équipe de friendly hackers, comme vous dites. Donc, qui testent la robustesse un peu des algorithmes, etc. Qui secouent les algorithmes à base d'IA, donc qui arrivent à identifier les brèches, les vulnérabilités, qui proposent des contre-mesures. Et cette équipe, d'ailleurs, a remporté il y a quelques mois le challenge, le défi proposé par la DGA, la Direction Générale, la Délégation Générale à l'Armement, effectivement, en arrivant à réellement à identifier certaines vulnérabilités, retrouver des données, par exemple, qui ont servi à entraîner les modèles. Et plus récemment, l'équipe a aussi proposé aussi une manière d'identifier les deepfakes, en fait, des images. C'est le métamodèle que vous avez mis en place. Exactement, le métamodèle. Voilà, je vois que vous êtes très informé, absolument. Donc, ce métamodèle qu'on a mis en place et qui permet d'identifier donc les images qui sont produites elles-mêmes par des IA. Et on arrive également à introduire des signatures donc, avec ce qu'on appelle du watermarking. Donc ça veut dire que si un modèle d'IA qui est produit par Thales, il est récupéré par quelqu'un d'autre, eh bien, non seulement, d'abord, le modèle va être moins performant, mais il peut arriver qu'à un moment donné, vous essayez de reconnaître une image, d'identifier une image, et ce que vous allez voir, c'est le logo de Thales qui va apparaître, en disant, attention, là, vous êtes en train d'utiliser quelque chose qui n'est pas à vous. Juste un dernier petit mot, Mathieu. On est très contraint, il nous reste un peu moins d'une minute, on est très contraint quand on est dans l'IA de défense. Bon, il y a l'embarqué, bien entendu, mais voilà, il y a la protection des données qui doit être encore plus forte. Effectivement, il y a l'ensemble de ces contraintes et puis toutes les préoccupations qui concernent à la fois la conception, oui, mais si j'ai un beau modèle que j'utilise pour des mauvaises raisons ou dans des mauvaises situations, et ben là, c'est plutôt l'usage. Donc on se rend compte que la contrainte, elle n'est pas seulement sur la manière de concevoir les IA, elle est aussi sur la manière de les utiliser. Donc effectivement, l'industrie de défense est confrontée à l'ensemble des problématiques comme la RGPD, comme la confidentialité, comme l'ensemble des autres industries, et puis des challenges en plus à adresser, notamment sur des sujets de sécurité, comme l'évoquait David, et des sujets cyber. Mais du coup, ça rend le métier plus attractif aussi, ça va attirer aussi des talents. Absolument. Mais sur ce sujet-là d'éthique, si je peux juste rajouter un mot, je veux dire, Thales a publié il y a quelque temps une charte éthique du numérique qui, d'ailleurs, en 10 engagements, et la plupart des engagements concernent l'IA justement, et c'est une manière aussi de dire que l'IA sur laquelle on travaille, qu'elle soit dans le domaine militaire ou civil, doit répondre à ces exigences aussi éthiques. Donc, ça doit être encadré et mis en œuvre aussi, et on est d'une certaine façon redevable aussi par rapport à ces engagements-là. Voilà.
Merci beaucoup à tous les deux. Merci Mathieu Vanier, directeur IA chez Data chez CGI Business Consulting. CGI qui est une société de conseil et services numériques. Et puis merci à vous David Sadek, vice-président recherche, technologie et innovation en charge de l'intelligence artificielle au sein de Thales. C'était passionnant. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci. Frédéric Simotel, donc, que je retrouve très vite dans Tech & Co, la quotidienne. Ce sera à partir de lundi prochain. Et puis ce week-end, Tech & Co Business. Et Tech & Co Business, bien sûr. Ton émission. Voilà, merci de nous avoir suivis pour cette nuit d'IA. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se retrouvera, bien sûr, donc dès lundi pour Tech & Co, évidemment, sur BFM Business. Et puis pour une prochaine nuit de l'IA dans quelques semaines, sans doute. À très vite et très bonne soirée. Merci. La nuit de l'intelligence artificielle sur BFM Business.